Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire une série de cours ou ce qu'on appelle workshop en anglais sur l'analyse des données et le business intelligence. Donc, nous allons commencer par avoir 3 sessions rapides. En cette première journée, nous allons avoir une série de journées et je vais parler en anglais et en français au même moment. Donc, on va jouer avec les deux. Donc, la première session, en principe, on doit voir comment on va examiner l'environnement qu'on va utiliser. Ça sera entièrement en ligne. Donc, vous avez simplement besoin d'un browser comme Google Browser parce qu'il faut utiliser Google Colab. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore Google Colab, il faut aller en ligne ou sur YouTube voir comment on organise Google Colab. Donc, allez simplement installer Google Colab et on va l'utiliser. Mais je pense que vous l'avez déjà. Alors, nous allons voir les bases de Python. Simplement les bases qu'on va utiliser dans l'analyse des données. Nous allons voir Panda, qui est un package de Python. Et après cela, nous allons introduire l'exploration des données synthétiques dans le domaine de l'éducation. Quand on parle des données synthétiques, ça veut dire que ce n'est pas les vraies données, c'est les données que nous-mêmes nous avons générées et vous allez voir comment je génère ces données. Après, nous allons voir comment nous allons regarder un projet où nous allons encore générer d'autres données synthétiques et nous allons explorer ces données synthétiques parlant du enrollment. Donc, nous allons voir le nombre d'étudiants qui viennent dans une école ou dans différents types d'écoles dans une région. Mais quand on parle de l'analyse des données, on parle en fait de quoi? Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on essaye de faire. On parle d'explorer les données qu'on a. Parfois, les données qui viennent ne sont pas propres. Il y a des données manquantes, il y a des chiffres qui n'ont ni tête ni queue. Il faut le nettoyer, il faut transformer selon la forme qu'on veut. Et il faut modéliser pour pouvoir, on dit discover useful information. Parfois, il y a l'information utile cachée là, on veut découvrir ces informations. Alors, il y a quelques buts ultimes. On veut voir les tendances. Quand on dit pattern, ça veut dire les tendances. On veut tester des hypothèses. Donc, on a des questions. On veut tester. N'est pas seulement dire ce qu'on imagine, mais dire des choses sur la base des données. Et on veut pouvoir aider la prise des décisions sur la base des données. Alors, le plus souvent, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a 4 types. On parle de descriptif, diagnostic, prédictif et prescriptif. Descriptif, on veut simplement décrire ce qui s'est passé. Donc, quand tu regardes les tendances, tu veux faire un état des lieux, tu veux dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les données, c'est toujours les données historiques. C'est les données de quelque chose qui s'est déjà passé. On n'a pas les données du futur, on collecte les données par rapport à quelque chose qui a eu lieu. Alors, on veut comprendre ce qui a eu lieu. On veut poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, on veut poser la question, pourquoi cela s'est passé? Quelle était la cause? Qu'est-ce qui a causé ce qu'on a vu? Et finalement, on veut pouvoir prédire ce qui a causé ce qu'on a vu. Est-ce que ça va produire, on dit souvent, est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Donc, on veut voir si on peut prédire l'avenir sur la base des données collectées. Et dernièrement, il y a prescriptif, c'est là où on veut donner des conseils. What should we do about it? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parfois, il y a des opportunités, parfois, il y a des risques. Comment faire pour mitiguer des risques, pour éviter les risques là? Et quand il y a les opportunités, comment faire pour prendre ces opportunités? Dans la première partie, on va voir Data Analysis. La deuxième sera Business Intelligence. Business Intelligence, on peut utiliser Python, on peut aussi utiliser un outil comme Power BI et absolument on va utiliser Power BI pour la deuxième partie. Donc quand on parle de Business Intelligence, on parle des différentes technologies, des applications et la pratique de collecter l'information
d'intégrer ces informations. Parfois, tu collectes l'information de plusieurs sources et tu veux mettre ça ensemble, analyser et présenter cette information du business. OK? Donc, quelle est la différence entre Business Intelligence et Data Analysis? Business Intelligence, c'est focus sur, on dit, Business Metrics, Key Performance Indicators and Operational Insights. Donc, ça choisit certaines valeurs et ça reste sur ça. Et ces valeurs permettent aux décideurs dans l'entreprise de pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Donc, le plus souvent dans le business information, il faut collecter les données, il faut garder ces données, il faut traiter, analyser, visualiser. La visualisation est extrêmement importante. Pourtant, ici, dans le data analysis, la visualisation n'est pas la chose la plus importante. Mais ici, la visualisation est la prise de décision parce que la majorité des managers veulent voir. Ils ne veulent pas être troublés par des données confuses, mais ils veulent voir pour prendre des décisions. Bon, dans ce que nous allons faire, nous allons nous focuser sur 3 industries. Nous allons voir le secteur de l'éducation, nous allons voir le secteur de la santé et nous allons voir ce qu'on appelle le retail sector. Donc, la vente, nous allons voir cela. Donc, on va commencer par le secteur de l'éducation. Mais, comme nous l'avons dit, cette première séance, nous allons voir les bases de Python et de Panda. Parce que c'est ce qu'on va utiliser beaucoup sur, je dirais, les 2 premières parties. Descriptive Diagnostic. Predictive sera un peu différent. Prescriptive, c'est sur la base de tout ce que nous avons fait. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Je ne veux pas me mettre à saisir les données. Ça va rendre les vidéos trop longues. J'ai déjà saisi, je vais expliquer, mais je vous encourage, saisissez chaque chose. Saisissez, ça va vous aider à être rapide dans la saisie, mais aussi à comprendre. Comme on dit, si vous lisez simplement quelque chose, c'est différent de vous asseoir et commencer à écrire. Ça aide le cerveau. Comme un de mes amis le disait, ça permet au cerveau de faire les connexions. Ok, ici nous allons commencer par voir les variables. Les variables, c'est comme les boîtes dans lesquelles on met des choses. Alors dans Python, il y a 4 types de variables de base. Il y a ce qu'on appelle les strings, dans les variables de type caractère. Par exemple, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez écrire simplement des mots. Ok. Ici, je donne le nom de la variable. Par exemple, je donne name. Vous pouvez donner n'importe quel nom et ce conteneur ou cette boîte contient cette variable de type caractère. Donc, c'est de type string. Deuxième type de variable, je donne le nom participant et ça contient ce variable de type integer, donc un nombre entier. Et ici, on a un autre nom, donner n'importe quel nom, ça contient la variable de type float. Float, c'est parce qu'il y a une virgule là, donc c'est les nombres décimaux. Ok. Ici, on a le boolean, donc ici on a vrai, faux, les choses comme ça, true, false, c'est contenu ici. Alors, dans Python, si tu veux afficher quelque chose, tu utilises print. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je donne le titre et puis j'imprime. Si vous voulez, par exemple ici, si je veux, je peux simplement dire print et je dis name. OK? Mais pour la visibilité, je vais d'abord dire quelque chose avant. Si je dis quelque chose avant, ça doit être entre parenthèses. Et je mets la virgule et je lui demande d'afficher ce qui est dans cette variable. Ok, on y va. Je vais faire CTRL-SHIFT pour exécuter ça. Et nous allons voir ce que ça va donner. La première fois que vous exécutez, ça prend un peu du temps parce que c'est en train de connecter. Une fois que c'est connecté, la prochaine fois, ça va aller un peu plus vite. Vous pouvez voir ici,
on a print name. Le name ici, c'est Data Workshop. Ici, vous pouvez voir Workshop Name, le nom du workshop qui est là. Et la virgule, ça print le name. Donc, c'est exactement ce qui est là. Donc, si vous voulez, dites seulement print name, mais pour la beauté, vous voulez mettre ça. Vous voulez que celui qui lise votre document comprenne ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'on met ce truc ici. Donc, écrivez ce que vous voulez, mais c'est ça qui est très important. Is active, true. Donc, on a affiché tout ce qui est là à l'intérieur. Ok, on y va sur la deuxième partie. La deuxième partie, on veut regarder les opérateurs mathématiques de base dans Python. Voici deux variables qu'on a définies. Tous, c'est des integers. Donc, les nombres entiers, nous pouvons utiliser plus, moins, la multiplication, la division. Ici, on appelle ça le integer division. Quand on va lancer, vous allez voir ce que ça donne. Et ici, c'est le modulus. Donc, quand je divise ça par ça, on voit ce qui reste. Ça nous affiche simplement ce qui reste. Si rien ne reste, on n'a rien. Mais si quelque chose reste, c'est ça que ça nous affiche. Et ça, c'est la puissance. On y va, Shift Enter. Et après avoir fait ça, prenez le temps, jouez avec, amusez-vous. Vous voyez, ça a imprimé Basic Math. Maintenant que je vous explique ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à la ligne. Donc, si je ne le mets pas, ça ne va pas. Plus tard, vous allez voir comment on l'utilise vraiment. Déjà, print nous envoie à la ligne, mais là, ça crée un petit espace entre le haut et le bas. OK, allons-y. Vous voyez l'addition. 10 plus 3, on a 13. Soustraction. 10 moins 3, on a 7. Ici, la multiplication, 10 fois 3. Ici, on a la division. Ici, on a la division, mais on veut simplement que ça nous donne la partie entière. On ne veut pas de virgule. Et ici, quand on fait le modulus, ça veut dire qu'on a fait la division. Qu'est-ce qui reste? On voit ce qui reste en entier. Et puis là, finalement, on a le power. On met ça à la puissance. OK. Allons-y, on va voir ce qu'on appelle les différents data structures des données dans Python. La première, c'est list. Nous voulons voir ce que les listes, c'est comme le nom list, c'est comme ton truc du marché. Tu as une liste de tes amis, tu as une liste de nombres, et puis il y a les listes où tu peux mixer les données, les variables de différents types. Par exemple, vous voyez integer, string, et vous voyez float et boolean, vous pouvez mélanger. Ou vous pouvez laisser que ce soit unique. Maintenant, dès qu'on a ça, vous ne pouvez pas simplement dire print là. Il faut lui dire ce que ça va faire le print. Et dans Python, par exemple, si vous regardez, on a 5 variables ici à l'intérieur. La première, on peut l'appeler en utilisant 0. Deuxième, on peut faire avec 1, ainsi de suite. Donc, ça commence, bon, on appelle ça le indexing. Ça commence de 0. Bon, vous voyez par exemple, on veut appeler ça, on va utiliser 0. Ici, on veut faire l'inverse de ça. Bref, vous allez voir quand je vais imprimer ça à l'écran. Et ici, on dit from 1 to 3. Donc, ça, c'est 1, 2, 3. Donc, en principe, ça doit nous donner ça. OK? Jouer avec pour mieux comprendre. Je vais afficher. Nous voilà. Ici, on a print les numbers. Voilà simplement les numbers qu'on a. Ça nous a reproduit ça. Maintenant, on va aller chercher l'élément numéro 1 avec 0. Voilà ce qu'on a. Ici, on a pris moins 1. Moins 1 veut dire quoi? Ça veut dire donne-nous le dernier. Donc, ça rentre en arrière, ça nous donne ce qui est ici. Si vous dites moins 2, ça va venir vous donner ça. D'ailleurs, on peut le faire pour vérifier.
Vous voyez, ça vous donne ça. Donc, vous pouvez aller à l'inverse. Et ici, on a de 1 à 3. Ça, c'est les numbers. Donc, en principe, comme on a dit, ça nous a donné ça et ça. Mais ça ne garde pas ce qui est là. En principe, on a 0, 1, 2, 3. Quand on dit de 1 à 3, ça nous donne de 1 à 3, mais ça n'inclut pas 3 à l'intérieur. OK, on y va. La deuxième chose que nous voulons voir, on veut voir les opérations qu'on peut mener sur les listes. Vous allez voir plus tard, quand on va aller sur cette partie où on va commencer on a bien dit, où on va commencer à explorer les données et jouer avec. Tout ce qu'on est en train de voir là, on va l'utiliser. Donc, c'est important de bien comprendre parce qu'on va l'utiliser sans plus perdre le temps. Perdons le temps ici, après on va courir. Ici, si par exemple, numbers, on veut ajouter un autre chiffre. Vous voyez, on est allé de 1 à 5. Si on veut ajouter 6, on utilise append. OK? On a append 6, donc on a ajouté 6. Ici, on a ajouté 7 et 8, donc on utilise extend. Là, on met un seul. Si vous voulez mettre plusieurs, faites-le. OK? Ici, on est en train on imprime après append, on imprime après extend pour qu'on voie la différence. Pop nous permet d'extraire le dernier chiffre. Donc, ça veut dire pop, on va aller chercher 8 parce que ça va le retirer. Donc, ça va à la fin de la liste et ça retire ton dernier chiffre. Et ça le garde ici et on va l'imprimer pour voir. Et après avoir pop, ça veut dire que les nombres qu'on a, ça va aller de 1 à 7. On veut imprimer pour voir. Donc ici, on voit append, extend et pop. Voilà les trois choses qu'on voit ici. J'imprime à l'écran. Vous voyez, on avait la liste initiale là-bas. On a append 6, on a extend 7 et 8, on a pop et on a 8. Et maintenant, voilà la nouvelle liste. Ce n'est que ça. Continuons. Ici, on a les dictionnaires. Après avoir vu les listes, on va voir les dictionnaires. Dictionnaire, on appelle souvent key value pairs. Donc, key value. Voici la clé et voilà la valeur. Donc, dans nom, on a Jean. Le nom, c'est Jean. L'âge, c'est 21. Les cours que Jean prend, c'est maths, stats et la programmation, c'est tout. Donc, les dictionnaires sont différents des listes. La liste, vous mettez simplement vos données, mais quand vous avez un dictionnaire, vous l'utilisez. Ça, c'est les choses les plus utilisées, les dictionnaires, parce qu'on les transforme en ce qu'on appelle data frame. Maintenant, allons-y. On a donné le nom de ce dictionnaire student. On peut imprimer, mais on peut faire exactement la même chose. On peut aller chercher le nom de l'étudiant en utilisant ça. C'est important de bien comprendre. L'autre fois, on utilisait 0, 1, ainsi de suite. On ne le fait plus ici parce que ce n'est pas une liste. On donne le key. On donne la clé, la clé, la clé. C'est exactement ça et ça va aller chercher ce qui est à l'intérieur. Donc, l'ensemble, vous pouvez voir, on a imprimé student, donc tout ce qu'on a là, ça nous balance ça. Maintenant, on va chercher le name, on a John, âge, voilà les cours. Donc, essayez de bien comprendre parce qu'on va utiliser ça tout le temps. Maintenant, comment ajuster ce qui est dans un dictionnaire? Simplement, aller prendre la clé et ajuster avec ça. Par exemple, nous voulons ajouter, on a name, age et course. Si on veut ajouter quelque chose, on va ajouter par exemple la moyenne ou le grade. On lui donne A. On veut changer. Donc, si vous dites dans student, on veut aller là. Si ça n'existe pas, ça va l'ajouter. Si ça existe déjà, ça va modifier. Par exemple, on n'a pas âge qu'on a là. Regardez, ici on a âge.
On va, étant donné que ça existe et c'est 21, donc ça va le modifier à 22. Maintenant, on veut imprimer. On va voir le changement que ça produit. OK, l'ensemble. Vous pouvez voir maintenant, on a John, le name c'est toujours John, l'âge c'est 22. Maintenant, vous voyez que on a courses et on a quelque chose de nouveau qui est grade là à l'intérieur. Bon, on va passer aux structures de contrôle. On va voir les boucles. On voit if et puis on va voir comment imprimer ce qui est à l'intérieur d'une boucle if. Maintenant, tout à l'heure, on utilisait print. Ici, on va dire print f. F nous permet d'aller chercher une variable et l'introduire au milieu de notre phrase. Vous allez voir que c'est entre parenthèses. On n'a pas mis une virgule et puis on a mis la variable. Non, on l'a introduit à l'intérieur de notre série de caractères. C'est pour ça qu'on commence avec F pour pouvoir introduire une variable. Et ça va aller chercher la variable qui est dehors. Par exemple, on a cette boucle. On commence en annonçant que score, notre score initial c'est 85 et on veut utiliser ces trucs décisionnels on veut utiliser les if statement. Donc, vous voyez, voici comment ça se passe dans Python. If, si le score est supérieur ou égal à 90, donnez-lui A. Sinon, else, if, score supérieur ou égal à 80, donnez-lui B. Else, si le score est égal, si le score est différent de tout ce qui a été examiné, donnez-lui C. Donc, on a annoncé son score, imaginez ce qui sera imprimé. Donc, ça va aller chercher score et ça va aller chercher grade pour imprimer. Allons-y. Vous voyez, c'est aller chercher le score, c'est aller chercher le grade dans ce decision structure. Maintenant, parlons de la boucle de la boucle for. Ça, c'est la boucle qu'on va utiliser le plus. Maintenant, c'est important de comprendre qu'ici, on a une liste de noms. Les names qu'on avait créés dès le début là. Où sont les names? Voici les names. Alice, Bob, Charlie. On va utiliser ces names là dans notre boucle ici. On veut lister tout dans la boucle. Donc, quand tu as une boucle de... Si tu veux, c'est pas une boucle. Si tu veux aller extraire tous les données qui sont dans une liste, tu peux utiliser for. Donc, tu dis for name. Tu peux donner n'importe quoi ici. Si tu veux, tu dis for n ou i. Mais ici, tu dois dire imprimer. Donc, ça va aller, toutes les choses qui sont à l'intérieur de la liste, ça va le chercher et ça va les imprimer un par un. Ici, quand ça dit n égale, tu crées l'espace, ça veut dire que ça imprime ça sur la même ligne. OK? Ici, on dit range 5. Range 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça génère les chiffres commençant par 0 et que ça nous donne 5 chiffres. Donc, ça va nous donner 0, 1, 2, 3, 4. Là, c'est déjà 5 chiffres. Donc, si j'exécute, on s'attend à voir 0, 1, 2, 3, 4 et on s'attend à voir les valeurs qui sont dans la liste name. Donc, Bob, Alice et quoi, je ne sais plus. Donc, on va voir ça apparaître. Allons-y. Donc, voilà ce qui a été généré. Donc, si vous voulez, faites disparaître cette partie et vous allez, on va générer, vous allez voir que ça n'a pas gardé ça sur la même ligne. Bon, je vais essayer de remettre comme c'était parce que je vais vous envoyer ça. OK, on y va. Bon, on sera bientôt fini pour cette première partie. Maintenant, on va introduire Panda. Donc, il faut importer Panda et lui
Et pour ne pas saisir Panda tout le temps, on décide d'utiliser, we decide to use this alias PD, NumPy aussi, on va utiliser NP, Matplotlib, on va utiliser PLT. Donc, quand vous utilisez ça tout le temps, ça va devenir très facile d'utiliser PD, NP, PLT. OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec Panda? Ici, on a une liste. Et dans cette liste, on a NumPy, on veut générer ce qu'on appelle not a number. Parfois, quand vous avez les données, il y a les valeurs qui n'existent, bref, que vous n'avez pas ou que ce n'est pas vraiment une variable que vous pouvez utiliser. Donc, vous dites simplement not a number. Alors, on veut imprimer. Donc, lançons. Vous voyez, par exemple, là, on a nos variables de type float et on a un not a number à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. On a généré ça à l'aide de Panda. Panda Series. Donc, ici, quand vous allez dans Python, ça sera une liste, mais dans Panda, on va appeler ça Series. Vous allez utiliser Series pour générer. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est les data frames. Vous voyez ici, on a comme un dictionnaire, mais on va le transformer en data frame et là, on va pouvoir le gérer facilement à l'aide de Panda. Donc, si vous avez un dictionnaire, vous utilisez data frame pour le convertir. Donc, le nom de ce dictionnaire, c'est data. On va le convertir en data frame et puis on va l'imprimer. Donc, allons-y. Tout de suite, vous voyez, on a maintenant, voici name, age, department, GPA. C'est ce qu'on a. Mais ici, à côté, il y a l'index. C'est pour ça que vous allez voir, chaque fois quand on veut sauvegarder les valeurs, on dit index fails parce que ça nous aide à compter à partir de 0, 1, ainsi de suite, mais ça ne fait pas partie des données. Donc, quand vous sauvegardez, si vous n'utilisez pas index false, ça va aussi sauvegarder l'index, mais ça ne fait vraiment pas partie des données et vous ne voulez jamais sauvegarder avec ça. Vous allez voir quand on va commencer à jouer avec. Maintenant qu'on a notre data frame, ce qui est la chose la plus utilisée dans l'analyse des données, c'est vraiment les data frames. On va maintenant jouer avec. Ici, on va aller voir, on veut extraire l'information de ce data frame appelé df. On a donné le nom de cette variable df. On veut extraire l'information. Vous allez voir ce que ça va nous donner en termes d'information. Ça va nous donner le typage et toutes sortes de choses. Describe, ça veut dire décrit. En fait, c'est une petite analyse statistique descriptive. Donc, ça va décrire les données en utilisant la moyenne, les cas types, les choses comme ça, le maximum, minimum. Ici, nous voulons aller extraire la colonne, bref, les variables de type name. Ici, vous pouvez voir, voici les names. John, Jane, Mike, Sarah. On va aller les chercher. C'est pour ça qu'on utilise name. Et ici, on veut pas seulement chercher une variable, mais plusieurs variables. OK? Multiple columns. Vous voyez, c'est arrangé en columns, donc en rangée. Donc, on ne va pas seulement aller chercher cette rangée, mais on va aller chercher plusieurs rangées. Où est-ce qu'on se trouve encore? Oui, on veut chercher name et GPA. Et maintenant, on veut filtrer. On veut aussi pouvoir imprimer tous les GPA supérieurs à 3.8. OK? Et si on vient ici, on va aller chercher cette rangée, mais dans cette rangée, on veut uniquement ces années-là. Et finalement, on veut pouvoir calculer la moyenne de cette colonne. Donc, vous voyez, on va dire group by. Donc, on va faire un regroupement par département et par GPA.
Donc, GPA, on peut faire des calculs. Faire des calculs ici, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, c'est les moyennes. Donc, on va aller, on veut faire un regroupement. Vous voyez, pourquoi on dit group by? Parce que parfois, vous avez plusieurs étudiants, plusieurs viennent de computer science, plusieurs de mathématiques, ainsi de suite. Et si vous voulez voir la moyenne de tous les étudiants, OK? Donc, ça va prendre tous les étudiants de computer science, ça va les regrouper et calculer la moyenne. Calculer la moyenne. Là, vous allez avoir 4 moyennes, mais ça va regrouper tous les étudiants ici pour faire ces calculs. Bon, on n'a pas les données de tous les étudiants, ça c'est à titre démonstratif. Mais vous voyez, on va faire le group by, on va regrouper par département et puis on va aller chercher les moyennes et on va calculer. On va aller chercher les GPA, on va calculer la moyenne des GPA. Donc, c'est un peu ça. Group by department, GPA min. L'ensemble, et on va essayer de comprendre. Vous voyez, la première chose, c'était le info. Donc, on a fait DF info. Voici l'information que ça nous a donné. Ça nous a donné l'index, ça nous a donné les noms des rangées, ça nous donne le nombre de variables qui existent, des variables non nulles qui existent dans ces rangées. Ça nous donne le type. Ici, on a des types objets, des types integer, objects, float. Donc, ça vous donne l'information concernant cela et même la mémoire qui est utilisée. Maintenant, c'est là où on a dit DF, describe, où ça fait un calcul statistique, descriptif basique. Ça compte le nombre de données que vous avez, ça vous donne la moyenne, les 4 types, le minimum et ainsi de suite. Avec le temps, on va voir comment interpréter tout ça, pourquoi c'est même utile. Maintenant, on a décidé de sélectionner les rangées name et ici, on a sélectionné 2 rangées ou plusieurs rangées. On a filtré ceux qui ont les GPA supérieurs à 3 et ici, on a sélectionné ces années et finalement, ici, on a fait le group by et on voit la moyenne par département. Maintenant, on s'approche vraiment de la fin parce que cette vidéo commence à être longue. On veut sauvegarder nos données en fichier CSV. C'est pour ça qu'on dit DF to CSV. Une fois sauvegardé, on pourra lire ces données. Donc, on veut sauvegarder nos données et voici le nom qu'on donne au fichier, students.csv. Plus tard, on pourra lire cela en utilisant read CSV. On va pouvoir lire ce qu'on a sauvegardé et ça va nous donner l'ensemble. Donc, ça nous montre ce qu'on a sauvegardé et ce que ça a lu. Vous voyez, ici, on a bien dit index false. Pourquoi? Parce que si on ne le dit pas, ça va sauvegarder avec l'index. Pourtant, l'index est créé chaque fois qu'on lit nos données. On doit sauvegarder sans l'index, sinon on va avoir les problèmes plus tard. Maintenant, nous voulons voir une visualisation de base. Ça sera la dernière chose pour aujourd'hui. On veut utiliser Matplotlib pour pouvoir, générer une figure. Donc, si vous voyez, ici, on avait fait appel à Matplotlib. On a utilisé PLT pour ne pas avoir à saisir ça tout le temps. On a utilisé ça. Allons-y ici au niveau de... Donc, on l'appelle, on dit figure et on donne la taille de notre figure. Si vous voulez que ce soit... Bref, ça c'est la longueur, ça c'est la hauteur. Donc, si vous voulez jouer avec ces chiffres, vous allez voir, ça va changer la taille de figure générée. Quel type de figure on veut générer? On dit, on veut que ça puisse utiliser plot. Quel type de plot? Bar. Quelle est la variable? Donc, ça va utiliser la rangée des noms et ça va utiliser les GPA
sur l'axe Y. Donc, l'axe X sera les noms. Et on sait qu'on n'a que 4 noms. L'axe Y sera la moyenne. Et le title de notre graphique sera Student GPA Comparison. Et on va lancer l'imprimante. OK. On va afficher. Donc, c'est vraiment ça. OK, c'est tout pour cette vidéo. Rassurez-vous que vous comprenez. Jouez avec. Et dans la deuxième vidéo, on va continuer.